Tu crois que le vin, c'est juste un apéro ou une tradition française. Et si je te disais que ce liquide rouge, blanc ou rosé a façonné des civilisations, inspiré des religions, influencé des guerres, et même failli disparaître? Oui, ce que tu bois dans un verre a traversé les millénaires, guidé des peuples, redéfini des territoires, et marqué l'histoire bien plus que tu ne l'imagines. Bienvenue dans l'histoire inattendue et renversante du vin. L'histoire du vin commence bien avant les vignobles de Bordeaux ou les caves de Bourgogne. Les plus anciennes traces connues remontent à plus de 8000 ans, en Géorgie, au cœur du Caucase. Dans des jarres de terre cuite appelées cuveuvris, on a retrouvé des résidus de vin fermentés à partir de raisins sauvages. Imagine des villages néolithiques entiers qui célébraient déjà les vendanges bien avant l'invention de l'écriture. Peu après, vers 5000 avant Jésus-Christ, des vestiges similaires apparaissent en Iran, puis en Mésopotamie et en Égypte. Là-bas, le vin n'est pas seulement une boisson, il devient sacré, à tel point que certains archéologues pensent que les premières formes de vinification étaient liées à des rites funéraires et religieux, utilisés pour accompagner les morts dans l'au-delà. En Égypte, il est réservé aux élites. Le peuple, lui, boit de la bière. Les hiéroglyphes montrent des scènes de récolte, de pressage, de stockage dans des amphores. Certaines étaient même scellées et datées, comme les grands crus d'aujourd'hui. Déjà à cette époque, le vin raconte une histoire de statut, de divinité et de pouvoir. C'est chez les Grecs que le vin prend une tournure philosophique et sociale. Le fameux symposion, ce banquet réservé aux hommes libres, est un moment clé. On y boit, on y débat, on y chante, on y rêve. Le vin est toujours mélangé à de l'eau. Le boire pur est réservé aux barbares ou aux fous. Mais ce N n'est pas qu'une coutume. Ce est une manière de honorer Dionysos, dieu du vin, de la folie, de la fête et de la transgression. Le vin devient également un produit commercial. Les amphores grecques, reconnaissables à leur forme allongée, sont exportés à travers toute la Méditerranée. Puis viennent les Romains. Et là, tout change d'échelle. Rome industrialise la viticulture. Elle la structure, l'étend, la codifie. Le vin n'est plus seulement culturel, il devient politique. Chaque soldat romain reçoit une ration de vin. Chaque colonie romaine plante sa vigne. Chaque empereur cherche à produire le meilleur cru. Des traités entiers sont écrits sur la manière de planter, tailler, presser, fermenter. On expérimente avec les tonneaux en bois, les caves souterraines, et même les mélanges avec des herbes, du miel ou des résines. Le vin devient l'un des liants de l'Empire romain. Des îles britanniques à la Syrie, du Portugal à l'Algérie, Rome fait du vin un outil d'unification culturelle. Quand Rome tombe, ce sont les moines qui sauvent la vigne. Dans les monastères bénédictins, puis cisterciens, la viticulture devient un art sacré, non seulement pour célébrer l'Eucharistie, mais aussi pour maintenir l'économie locale. Les moines observent, notent, expérimentent. Ils identifient les sols, l'exposition au soleil, le type de raisin. Ce sont eux qui inventent, sans le savoir, le concept de terroir. En Bourgogne, en Alsace, à Cluny, à Cîteaux, se développent les premières appellations de qualité. Ils créent des clos, des domaines, des caves organisées, parfois gravées de prières. Et le vin devient aussi un médicament. On l'utilise pour purifier l'eau, désinfecter les plaies, soulager la douleur. Pendant ce temps, les villes se structurent autour du commerce du vin. Reims, Beaune, Bordeaux deviennent des centres économiques stratégiques. Et puis, bien sûr, le vin devient diplomatique. Offrir un tonneau, c'est offrir la paix. Avec les grandes découvertes, le vin quitte l'Europe pour coloniser le monde. En Amérique, les missionnaires espagnols plantent des vignes dans les missions de Californie, du Chili, d'Argentine. Les Français les imitent en Nouvelle-France, au Canada, puis en Afrique du Nord. La vigne devient un outil de domination, mais aussi d'implantation culturelle. Puis arrive le 19e siècle. L'âge d'or. Le vin coule à flot dans toute l'Europe. Les expositions universelles en font un produit de prestige. Les grands domaines français, italiens, allemands se structurent. Et soudain, le drame. Vers 1863,
Un petit puceron venu des États-Unis ravage les racines des vignes européennes, le phylloxéra. En moins de 20 ans, la quasi-totalité des vignobles français est détruite. On pense que c'est la fin, l'économie s'effondre, les campagnes se vident, mais une solution surgit. Greffer les cépages européens sur des porte-greffes américains, naturellement résistants. C'est un pari fou, mais ça marche. Et le vin renaît, plus fort, plus technique, plus contrôlé. À partir du XXe siècle, le vin devient scientifique. Les œnologues apparaissent. On mesure l'acidité, le taux de sucre, les levures. On contrôle la fermentation. On analyse l'impact des barriques. On climatise les caves. Les appellations d'origine contrôlée, AOC, naissent avec des cahiers des charges stricts. Le vin devient identitaire, juridique, codé. Dans le même temps, la production explose. Le Nouveau Monde, États-Unis, Chili, Afrique du Sud, Australie, propose des vins puissants, accessibles, formatés. Le vin devient aussi un business. Marketing, branding, packaging, storytelling. Les géants de l'agroalimentaire rachètent des domaines, créent des étiquettes, vendent du traditionnel en grande surface. Mais face à cette industrialisation, un retour à l'authenticité émerge. Vin bio, vin nature, vin orange, vin biodynamique. Et aujourd'hui, on trouve du vin en canette, du vin vegan, du vin sans alcool, et même du vin envoyé dans l'espace. Aujourd'hui, on produit près de 260 millions d'hectolitres de vin par an. Les 3 plus gros producteurs, Italie, France et Espagne. Mais de nouveaux pays montent en flèche. La Chine, le Brésil, l'Inde, la Nouvelle-Zélande. Les concours internationaux, les notes de Parker, les guides de sommeliers dictent le marché. Mais est-ce encore du vin ou juste du marketing? Car derrière les étiquettes dorées, il y a des vignerons qui luttent contre le changement climatique, les maladies, la standardisation du goût. Le vin devient aussi un champ de bataille culturel. Faut-il continuer à le sacraliser, à le ritualiser ou le démocratiser complètement? Et surtout, comment préserver son authenticité face à la mondialisation? Si tu veux découvrir des autres histoires comme celle-ci, des objets du quotidien qui ont changé le monde, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à un amateur de vin. Le vin, ce n'est pas juste du raisin fermenté, c'est une histoire humaine, pleine d'audace, d'accidents, de réinvention. C'est une invitation à la mémoire, au plaisir, à la transmission. Et toi, quand tu bois un verre, tu penses à quoi? À la fête, à la tradition, à la nature, à ton terroir, ou à tout ce que l'humanité a traversé pour que ce vin arrive jusqu'à toi?